Bonsoir et bienvenue à tous. C'est l'heure du débat de France 24. Les États-Unis secoués par plusieurs attaques. On en parle ce soir. La chasse à l'homme s'est terminée. Ahmed Khan Rahami, l'homme d'origine afghane qui était recherché dans l'enquête sur les explosions à New York et dans le New Jersey, a été interpellé après une fusillade. Le président américain s'est exprimé tout de suite après son arrestation. On l'écoute. Dans des moments comme celui-ci, je pense qu'il est important de rappeler quel est le but des terroristes et des extrémistes. Ils veulent blesser des gens innocents, instaurer la peur en chacun de nous, mais aussi perturber notre mode de vie et saper nos valeurs. Notre rôle en tant que citoyens, c'est faire en sorte de ne pas céder à cette peur. Barack Obama qui a par ailleurs précisé qu'il n'y avait aucun lien entre les attaques à New York et dans le New Jersey et l'attaque de samedi dans le Minnesota. Un homme, pour rappel, armé d'un couteau, avait blessé 9 personnes dans un centre commercial avant d'être abattu. Une attaque revendiquée par le groupe djihadiste État islamique dès dimanche. On en parle ce soir de ce week-end d'attaque avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir en plateau Mark Porter qui est président de Republicans Overseas. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Également en plateau avec moi, Anne Kratz, historienne, spécialiste des affaires étrangères américaines, également auteur de ce livre, John Pierpont Morgan, un capitaliste américain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est rejoint également par Duplex, par Claude Moniquet, président du European Strategic Intelligence and Security Center. Bonsoir, monsieur Moniquet, merci beaucoup d'être avec nous. Et en direct par Duplex de New York, notre correspondant Emmanuel Saint-Martin. Tout d'abord, Emmanuel, peut-être à vous, revenez tout d'abord sur ces événements ce soir dans le New Jersey. 7 hommes donc interpellés suite à cette fusillade et ces images qui font le tour du monde d'ores et déjà de l'homme qui était recherché depuis ce matin. Que sait-on de lui ? On en sait assez peu, évidemment, pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que c'est un homme de 28 ans qui est né en Afghanistan, mais qui, semble-t-il, a été naturalisé américain. Il avait donc la nationalité américaine. Il vivait dans le New Jersey, apparemment, avec sa famille, nous dit-on. Apparemment, en tout cas, c'est ce que, pour l'instant, semble transpirer de la part de sources policières. Il n'était pas repéré, il n'était pas sur des listes, notamment de possibles terroristes. Mais c'est grâce aux vidéosurveillances, notamment de l'endroit où il aurait déposé cette bombe qui a explosé 23e rue à Chelsea, au cœur de Manhattan. Grâce à ces images de vidéosurveillance, que les enquêteurs auraient remonté la piste jusqu'à lui très rapidement, puisque dès ce matin, à l'aube, ils avaient une identité qu'ils ont immédiatement transmise au public de manière assez spectaculaire et inédite, puisque c'est un appel à témoins qui a été envoyé par texto, qu'on a tous reçu sur nos téléphones portables, ici même, autour de New York, des millions de gens donc, qui ont reçu à la fois son identité et puis un lien vers une photo. Et quelques heures après, eh bien, il était interpellé à la suite d'une fusillade dans laquelle 2 policiers ont d'ailleurs été blessés et lui aussi blessé, puisqu'on voit ces images justement sur cette civière. Alors Anne Kratz, en écoutant Emmanuel Saint-Martin à New York, on voyait sur ces images donc, cet homme arrêté, visiblement conscient, qui pourra donc répondre aux interrogations des enquêteurs. Oui, ça c'est une très bonne chose et je suis vraiment en admiration devant la vitesse avec laquelle le FBI et la police locale a pu localiser cette personne, l'identifier avec certitude, puisqu'ils avaient trouvé apparemment ses empreintes digitales sur l'une des bombes. Et il faut dire que c'est quelque chose qui est très rassurant finalement, parce que là, le FBI a tout de suite mis le doigt sur la bonne personne, en quelque sorte. Mark Porter, des images plutôt rassurantes pour le public américain. On sait qu'une chasse à l'homme, c'est on ne peut plus inquiétant. Mais suite à un week-end avec plusieurs attentats, plusieurs bombes qui n'avaient pas explosé, qui ont été retrouvées, sans beaucoup d'informations finalement dans le courant du week-end sur ce qui était en train de se passer. A priori, on est à nouveau pour la première fois depuis 2001 face à des multiples attentats. Oui, et ça, c'est pas rassurant du tout, en fait. Ça, c'est ce que M. Trump a dit depuis très longtemps, qu'on doit changer de façon qu'on traite les choses comme ça. Alors, c'est très intéressant que le policier et les investigateurs, ils ont fait le boulot. Mais pourquoi les gens continuent de faire les choses comme ça? Ça, c'est une question qu'on doit adresser. Et c'est plutôt les musulmans qui font comme ça. Alors, on doit adresser ces questions aussi.
C'est ce qu'a dit Donald Trump assez rapidement dans le courant de la journée. On y reviendra tout de suite sur cet aspect-là. Justement, vous voyez en direct ces images qui nous parviennent de Linden, donc au New Jersey, où cette fusillade a eu lieu, où cette interpellation a eu lieu un peu plus tôt dans la soirée. Claude Moniquet, les autorités américaines ont hésité, ont été très prudentes dans le courant de la journée. On ne s'est pas précipité pour utiliser le mot attaque djihadiste. À votre avis, on est face à quoi ce soir? Je voudrais d'abord préciser une chose. Ce n'est pas la première fois depuis 2001 que des attentats multiples sont tentés. Le couple qui avait attaqué à San Bernardino au début décembre 2015 n'a commis qu'une seule attaque, mais on sait par le nombre d'armes qu'ils avaient, par les produits chimiques et les bombes qui étaient prêtes, qu'ils préparaient un nombre important d'attaques contre différentes cibles. Donc ce n'est pas vraiment la première fois depuis 2001. Alors, je pense très clairement on est en face d'une personne ou d'un petit réseau, probablement un petit réseau, parce qu'on imagine mal que tout a été fait par une seule personne. Par ailleurs, il semblerait que des différences de fabrication entre les bombes du New Jersey et de New York pourrait indiquer qu'il y a peut-être 2 artificiers. Donc une petite cellule djihadiste, très probablement, et très probablement agissant sous l'inspiration, mais sans avoir été formé, sous l'inspiration de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Ça, c'est l'enquête qui va le déterminer. Je penche plutôt pour l'État islamique, mais je crois que c'est dans ce cadre-là qu'on est, avec un individu qui est un individu dangereux. Je voudrais revenir sur les circonstances de son arrestation. Il est donc repéré par la police, suite à l'appel d'un témoin qui a vu sa photo, qui le voit dormir dans l'arrière-salle, enfin dans une cour pas très loin de son domicile. Il sort une arme, il tire à 6 reprises vers le véhicule de police. On sait que tirer sur la police n'est jamais une bonne idée, surtout aux États-Unis. Et au lieu de se cacher, il s'éloigne tranquillement en marchant l'arme à la main. On peut donc tout à fait penser que c'est une démarche suicidaire, que cet homme souhaitait être abattu par la police et ne pas être pris vivant. Il a été pris vivant, effectivement, tant mieux. On va pouvoir lui poser des questions. Reste à savoir, bien sûr, s'il va y répondre. Alors, Emmanuel Saint-Martin, vous entendiez Claude Moniquet à l'instant. Une des possibilités est effectivement que ce soit un attentat djihadiste. Aucune revendication pour l'heure de la part de l'organisation de l'État islamique, qui avait pourtant été très rapide pour revendiquer l'attaque de samedi soir dans le Minnesota. On en sait ce soir un peu plus. Oui, exactement. C'est ça qui est frappant, hein. C'est cette différence entre les deux, avec d'un côté, vous l'avez dit, cette revendication très rapide après cette attaque à l'arme blanche dans ce centre commercial. Et d'ailleurs, c'est ce sur quoi les hommes politiques américains se sont appuyés au début pour dire méfions-nous et refuser, notamment ici à New York, d'apposer le label, l'étiquette de terrorisme international sur cette explosion qui avait lieu à Manhattan, parce que là, il n'y avait pas eu de revendications. Donc depuis, évidemment, le discours a évolué, hein. Maintenant, les hommes politiques new-yorkais parlent de ramifications internationales, mais pour l'instant sans aucune preuve, si ce n'est évidemment l'identité et l'origine de la personne qui a été arrêtée. On se penche aussi sur la question de savoir s'il y avait ou pas cellule, hein. C'est le mot que Claude Moniquet a utilisé, petite cellule, parce qu'il y a eu d'autres gens qui ont été arrêtés, notamment 5 hommes arrêtés dans une voiture dans laquelle on a trouvé des armes. Alors on a parlé de connexion avec l'explosion, avec l'attentat de Chelsea, de la 23e rue. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, hein. Est-ce que ces hommes connaissaient Rami, qui a été arrêté dans le New Jersey ce matin? Les enquêteurs ne l'ont pas dit, mais c'est bien dans le cadre de cette même enquête que ces investigations se poursuivent. Évidemment, ça prendra du temps avant de connaître toutes les ramifications, mais pour l'instant, effectivement, on parle d'un éventuel petit nombre de participants et pas forcément d'un loup solitaire, comme ça a été souvent le cas ici dans les attaques précédentes aux États-Unis. Marc Porter, ça rajoute bien entendu, si une cellule était effectivement derrière ces séries d'attentats à New York et dans le New Jersey, un élément supplémentaire très inquiétant pour le public américain, d'autant que cet homme arrêté ce soir, interpellé dans le New Jersey, n'était pas repéré, n'était pas répertorié par les services de renseignement américains. Donc, élément très inquiétant. L'autre élément inquiétant, si ces attentats s'inscrivent effectivement dans la même logique que l'attentat, il n'y a aucune connexion, mais s'ils s'inscrivent dans la même logique que l'attentat de
de samedi où l'État islamique a revendiqué l'attaque en disant qu'il s'agissait effectivement d'un soldat du califat qui avait répondu à cet appel de la part du groupe, qui depuis quelques mois, on le sait, appelle ses fidèles, ses adhérents, ceux qui le soutiennent, à commettre des attaques sur le territoire où il se trouve. C'est aussi quelque chose de très inquiétant pour le public américain. On l'a vu en France, bien sûr, ces derniers mois. Apparemment, c'est ce qu'on voit maintenant aux États-Unis aussi. Oui, tout à fait. C'est très, très dangereux si ça, c'est le cas. Et en fait, le propos que Trump veut faire, c'est vraiment, on doit dire que ça, c'est du mal. Alors, on doit communiquer avec la communauté musulmane aux États-Unis pour communiquer qu'il y a les bons musulmans et on doit protéger, ils ont les droits comme tous les Américains, mais il y a les autres. Et la communauté musulmane doit nous aider de trouver les gens qui peuvent faire quelque chose pareil. Alors, pendant les derniers 8 ans, par exemple, M. Obama, il a promis plein de choses et il a raté. Et il n'a pas vraiment communiqué aux communautés minoritaires, les communautés musulmanes, qu'il doit faire quelque chose. Ce n'est pas que le service de renseignement qui peut faire les choses eux-mêmes. Pour Hillary Clinton, d'un autre côté, Anne Kratz, on l'avait entendu également s'exprimer aujourd'hui, c'est un problème de renseignement et c'est les renseignements américains qui doivent être renforcés. Oui, là, sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord avec elle. On ne pourra pas, comment dirais-je, demander à la communauté musulmane américaine, qui est forte d'environ 4 millions de personnes, de faire sa police elle-même. Bien entendu, et là, je serai d'accord. Là, je serai d'accord. Il doit faire quelque chose aussi. Il doit participer avec les services de renseignement. Là, je serai d'accord avec Marc sur ce point-là. C'est-à-dire que la communauté musulmane va pouvoir aider les services de renseignement. Mais on est dans un pays libre. On ne va pas commencer à espionner, à surveiller tous les musulmans américains. Pas dit ça, bon, mais je suis tout à fait d'accord avec Hillary Clinton. C'est une question de renseignement, c'est une question également d'intelligence culturelle. Je dirige un petit groupe qui s'occupe d'intelligence culturelle. Le problème, c'est de savoir pourquoi ces gens-là sont radicalisés à ce point-là. On sait, c'est pas un mystère. C'est quoi votre réponse ? Ils publient sur les sites Internet, sur ISIS et tout ça. Non, ils ne disent pas pourquoi. Ils ne disent pas pourquoi. Ils disent clairement pourquoi. Non, ils ne disent pas clairement pourquoi. Évidemment, ils ont un projet politique, c'est-à-dire de mettre sur pied le califat et éventuellement de l'étendre, éventuellement selon eux, au monde entier. Mais ça, c'est un projet politique. Ce n'est pas un projet qui répond aux aspirations profondes de ces gens qui sont prêts à se sacrifier physiquement, c'est-à-dire à devenir des martyrs pour cette cause qui est finalement assez fumeuse. Et c'est là qu'il faut... C'est là qu'il faut... sacrifier. En fait, ils veulent le faire. Ça, c'est un devoir plutôt. C'est là qu'il faut mettre ensemble les services de renseignement traditionnels et une sorte de service de renseignement un peu plus nouveau qui approche ces problèmes d'une façon qui intègre la culture de ces populations. Claude Moniquet, voici les États-Unis face au même problème que la France, dont on a parlé plusieurs fois ensemble ces derniers mois. La France face à cette nouvelle menace, plutôt des djihadistes que l'on appelle à agir sur les territoires où ils se trouvent. C'est une menace, on l'avait vu après Nice, on en a beaucoup parlé, très difficile à affronter pour les services de renseignement, où qu'ils soient en Europe ou aux États-Unis. Comment s'y prendre ? Oui, d'autant plus qu'on est en face de très nombreux acteurs, enfin en tout cas d'une typologie assez large. On a des gens qui ont été, mais il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis, on a des gens qui ont été en Syrie, qui en sont revenus, ce qu'on appelle les returnees. On a les gens qui ont voulu partir en Syrie, qui en ont été empêchés et qui sont frustrés et qui passent à l'acte. Et on a les gens qui n'ont jamais tenté ce départ et qui pour beaucoup n'ont pas été repérés et peuvent passer à l'acte donc sans avoir été observés, étudiés par les services de renseignement, sans être connus. On a vu le cas, par exemple, à Nice, en ce qui concerne la France. Et ça m'amène à la revendication, parce qu'en fait, Daesh a très clairement conseillé depuis assez longtemps aux ressortissants américains et canadiens de ne pas essayer de joindre l'État islamique en Syrie parce que c'est difficile et qu'ils savent que les services américains, surtout le FBI, et la CIA aussi, mais le FBI travaillent très bien sur ce genre de choses. Ils leur conseillent de passer à l'acte dans leur pays parce que, disent-ils, en plus chez vous, les armes sont extrêmement faciles à se procurer. Donc le fait qu'il n'y ait pas de revendication de l'État islamique n'est pas significatif du tout. L'État islamique revendique dans 2 circonstances. D'abord, bien sûr, il faut qu'il y ait un lien avéré entre les auteurs et l'État islamique, c'est-à-dire le bayat, le serment d'allégeance
au calife. Mais au-delà de ça, il faut que l'auteur soit mort. Si l'auteur est vivant, et spécialement s'il est en prison, l'État islamique ne revendique pas. Je prendrai un seul exemple, l'attentat contre le musée juif de Bruxelles en mai 2014, commis par Mehdi Nemmouche. On sait de manière certaine que c'est un attentat commandité par l'État islamique ou inspiré par l'État islamique. Nemmouche revenait de Syrie depuis 2 mois quand il a commis son attentat. Il est en prison en France. L'État islamique n'a jamais revendiqué l'attentat. Donc je pense que comme il y a au moins un prisonnier, peut-être plus, ils ne le revendiqueront pas. On vous arrête 2 petites secondes pour partir à New York pour écouter donc James O'Neill, qui est le chef de la police new-yorkaise, qui s'exprime à l'intérieur, à l'instant. On l'écoute. Je suis descendu donc sur la 23e avenue pour voir la dévastation causée par l'attentat. Les autorités étaient donc toutes sur place. C'était mon premier jour en poste, mon premier jour dans ce poste. J'étais tellement fier de voir ce que j'ai vu, le travail qui a été fait et comment il a été fait ensemble, toutes les agences qui ont coopéré ensemble. C'était impressionnant. Aujourd'hui, l'assistant directeur du FBI est avec nous, qui va nous donner quelques détails sur l'enquête. Il faut comprendre, ceci dit, que l'enquête est en cours. Notre priorité a été d'identifier les personnes qui étaient responsables de ces crimes. Maintenant que nous avons 7 hommes, maintenant que cet homme a été arrêté, on va pouvoir se concentrer sur d'autres choses, notamment ses motivations et s'il a travaillé seul. Je voudrais, juste avant de passer la parole à Bill de Blasio, le maire de New York, remercier tous ceux qui ont aidé dans cette enquête. C'est très difficile de commencer dans ce nouveau poste, mais encore une fois, je suis très fier de faire partie de cette agence. Je voulais aussi remercier les premiers secours et leur travail tout au début de cet attentat. Toutes les agences, tous les partenaires, je voulais les remercier. Je partage aussi, mes pensées sont aussi ce soir pour les 2 officiers blessés ce soir dans le New Jersey. C'est une situation où nous avons beaucoup d'informations qui nous parviennent très rapidement. Vous allez en apprendre ce soir quelques-unes de notre part. Elles continueront à filtrer dans les jours à venir. Il y aura quelques éléments que nous ne pourrons pas partager avec vous, mais nous vous donnerons tous les éléments que nous pouvons partager. J'ai reçu un appel il y a quelques heures du président Obama. Il voulait transmettre aux habitants de New York ce message, qu'il admirait leur résilience, leur courage dans cette crise. C'était impressionnant, dit-il, que les gens reprennent le travail, leurs activités normales aussi rapidement. Le président américain qui a aussi félicité les premiers secours. Nous avons beaucoup plus d'informations qui nous parviennent ce soir, beaucoup plus que nous n'avions même il y a quelques heures. Selon l'information dont nous disposons ce soir, il s'agissait d'un acte de terreur. Nous entrerons dans quelques détails et il reste beaucoup de temps dans cette enquête à venir, mais il s'agit, dès maintenant je peux vous le dire, d'un acte de terreur. Je veux aussi lui dire que parce qu'il s'agit d'une enquête en cours, tout le monde doit être vigilant. Si un New-Yorkais entendait quelque chose, voyait quelque chose qui pourrait aider les agences dans leur enquête, soyez vigilants et rapportez-nous toutes les informations si vous en aviez. Voici le numéro à appeler si vous aviez des informations qui pourraient servir à l'enquête. Nous avons activé aujourd'hui un système de texte qui nous a permis de transmettre aux New-Yorkais les informations et qui se sont montrées très efficaces pour nous permettre d'atteindre beaucoup de gens. Et les officiers de la police new-yorkaise, on a pu les joindre en même temps. Ça a été une énorme aide dans la journée.
de mettre tout le monde sur alerte en même temps. Ça a été très utile dans cette enquête, mais il y aura encore de l'information à venir, donc soyez patients, c'est une enquête en cours. Et j'appelle encore à la vigilance. Et même si ce suspect est ce soir arrêté, nous aurons une présence très importante de la part de la police new-yorkaise, bien entendu avec l'Assemblée générale des Nations unies qui est en cours. Vous continuerez de voir dans le courant de la semaine une très forte présence de la police new-yorkaise. Vous verrez des officiers qui sont très bien entraînés, très fortement équipés. Ils seront dans le métro. Vous verrez des sacs vérifiés, vous verrez des chiens, vous verrez ça dans le courant de la semaine, ça va continuer et ce haut niveau d'alerte restera en place de la part des policiers new-yorkais. Continuez donc de partager l'information avec les policiers et je voulais remercier remercier l'assistant directeur du FBI, William Sweeney, pour l'assistance du FBI. Since the last briefing we provided you yesterday, depuis notre conférence de presse, des centaines de personnes, des agences travaillent sans arrêt pour trouver de nouvelles informations, de nouvelles pistes dans cette enquête et qui peuvent mener des recherches. Les enquêtes nous ont menés vers le suspect Rahmani et c'est possible, les endroits où on pouvait le trouver. Nous nous sommes focalisés sur une voiture sur le Verrazano, le pont du Verrazano. Voilà l'assistant directeur du FBI, William Sweeney, qui poursuit donc les explications un peu plus détaillées donc, sur cette enquête. On l'entendait à l'instant, Claude Moniquet, je vous avais coupé, on en sait donc pas grand-chose de plus finalement, mais les autorités new-yorkaises qui disent très clairement, le maire de New York, Bill de Blasio, qui dit très clairement il s'agit d'une attaque terroriste. On avait vu cette prudence dans le courant de la journée. Maintenant, c'est clair, il s'agit bien d'un attentat terroriste pour les autorités new-yorkaises. Oui, tout à fait, mais en fait, je pense que ça l'était dès le départ. Il y a un problème de communication et de compréhension de la manière dont les agences américaines communiquent. Quand les agences américaines, quand l'FBI ou la police de New York dit il n'y a pas de lien avec le terrorisme, ça ne veut pas dire qu'ils ont des preuves qu'il n'y a pas de lien avec le terrorisme. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de preuves qu'il y a des liens. Et c'est ça qu'on comprend assez mal en Europe. On prend les choses au pied de la lettre, de manière littérale, et on dit, comme ça a été titré par beaucoup de vos confrères pendant tout le week-end, on dit, il n'y a pas de preuve, c'est pas un attentat terroriste, c'est pas lié. C'est pas du tout ce que le FBI a dit. Le FBI disait, pour le moment, nous n'avons pas d'éléments qui nous poussent à croire que... Et ça, c'est un problème je dirais, culturel. Oui, mais alors, on parlait à une autre invitée, c'est un problème culturel assez intéressant. Et Anne Kratz, d'autant plus important dans une période électorale dans laquelle on se trouve. On a vu assez rapidement les deux candidats donner leur avis sur ce qui s'était passé. Mais bien sûr, les autorités, dans ce contexte-là, vont faire d'autant plus attention. Bien entendu, il ne s'agissait pas de jeter de l'huile sur le feu. Mais comme dit votre interlocuteur, c'est tout à fait la manière américaine de procéder. Ils sont assez prudents. Mais je crois que tout le monde a su tout de suite, dans un sens, étant donné le nombre de bombes, et qu'il s'agissait d'un attentat terroriste. Mais qui l'a perpétré, qui l'avait perpétré et au nom de qui? Parce qu'il faut aussi penser qu'il y a une rivalité entre Al-Qaïda et ISIS ou Daesh, comme vous dites, et qu'il est possible que l'une ou l'autre de ces organisations ait commandité cet attentat. Ça, on ne le sait pas encore. Et on entendait également Claude Moniquet nous expliquer pourquoi la revendication ne serait pas tombée jusque-là. Faite par Daesh, oui. Oui, je suis d'accord. Le système légal aux États-Unis, c'est vraiment précis sur ces questions. On ne peut pas présumer la culpabilité de quelqu'un. Alors, les annonces que les policiers font, c'est exactement ce qu'on fait chaque fois. Mais peut-être c'était le terrorisme. Et une fois qu'ils ont la preuve, comme M. Moniquet a dit,
après, on peut dire, mais comme vous avez dit, tout le monde assume c'est un acte de terrorisme parce qu'ils ont tous les éléments. Emmanuel Saint-Martin, une chose est certaine ce soir, après l'attentat revendiqué samedi dans le Minnesota par l'organisation de l'État islamique, après ces attentats maintenant, et on a entendu à l'instant les autorités new-yorkaises confirmer qu'il s'agissait bien d'attentats terroristes, qu'ils continuaient à faire des recherches pour comprendre la cellule. Ils ont parlé de la cellule de Rahami, donc ils laissent entendre déjà que ça serait quelque chose d'un peu mieux organisé qu'un homme qui aurait répondu à cet appel de l'organisation de l'État islamique. Ce problème sécuritaire, ce problème de la réponse des États-Unis face à la menace terroriste s'inscrit clairement au cœur de la campagne présidentielle américaine. Oui, c'est une priorité pour beaucoup d'électeurs dans les sondages, en tout cas notamment du côté des électeurs et des soutiens de Donald Trump, évidemment, qui très souvent citent parmi leurs premières préoccupations celle de la sécurité, sous-entendu de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité aux frontières, notamment évidemment. Et dans cette question, tout se mêle, à la fois l'immigration, les questions de menaces terroristes, en tout cas tout se mêle d'un point de vue politique dans cette campagne électorale, c'est très certain, et on voit bien que Donald Trump et Hillary Clinton, en réagissant chacun à leur manière à ce qui s'est passé ce week-end, essaient chacun de jouer leurs cartes, avec d'un côté un Donald Trump qui joue celui d'une réponse d'un homme fort, y compris en jouant éventuellement sur les peurs, en attisant ces peurs, et puis de l'autre côté, une Hillary Clinton qui essaie d'être un peu plus rassurante et qui, elle, joue sur son expérience. La phrase qu'elle a employée, c'est « Moi, je sais ce qu'il faut faire dans ces cas-là. J'ai été confronté à ces questions-là lorsque j'étais au State Department, j'étais secrétaire d'État américaine, donc expérience d'un côté, poigne de l'autre, menace de l'autre. Évidemment, c'est un peu le jeu qu'on a vu ces derniers mois dans la campagne électorale et qu'on va voir encore dans les prochaines semaines, avec évidemment sur fond de ce qui va se passer dans l'opinion publique américaine, hein, parce que ce qui était surprenant ou intéressant en tout cas ce week-end quand on se promenait dans les rues de New York, c'est voir finalement... On était loin d'une psychose ou d'une inquiétude particulière de la part de la population new-yorkaise, en tout cas. Alors, il y a une certaine, malheureusement, habitude du terrorisme et de la menace terroriste ici, c'est sûr. Évidemment, le fait qu'il n'y ait pas eu de mort dans cet attentat samedi a évidemment joué un rôle aussi dans cette réaction, mais un certain calme de la population. Donc, on va voir avec les informations qui vont apparaître sur l'ampleur, par exemple, de cette cellule, s'il s'agit bien d'une cellule, si les choses vont durer. Mais pour l'instant, un public américain qui semble réagir avec une certaine, disons, maturité. En tout cas, c'est comme ça qu'on pouvait voir en parlant aux gens, notamment ce matin ici dans les rues de New York. Anne Kratz, on peut imaginer que l'inquiétude pour les démocrates ce soir sera cette idée que Hillary Clinton mène encore dans les sondages, de moins qu'elle ne menait avant, mais elle mène encore, et malgré la maladie qui l'a arrêtée pendant quelques jours. On est à une semaine maintenant de ce premier débat télévisé crucial dans une campagne électorale américaine pour les deux candidats. L'inquiétude pour les démocrates, ça sera qu'une grosse panique autour d'attentats terroristes, autour d'une cellule djihadiste non repérée par les services de renseignement pourrait aider Donald Trump. Oui, bien sûr. Mais en même temps, si vous voulez, d'abord, je voudrais dire deux choses. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort, et on s'en réjouit. Je voudrais aussi avoir une petite pensée pour les morts de ce funeste mois de novembre à Paris, l'année dernière, et à Nice après, que nous avons commémoré aujourd'hui. Que certaines personnes aient décidé d'aller plutôt vers Trump que vers Hillary à cause de cette peur qui sans doute existe chez un certain nombre d'Américains, mais selon votre correspondant, on n'en voit pas beaucoup les manifestations. C'est possible. Je pense que ce nombre de personnes sera extrêmement limité, parce que si vous voulez, M. Trump, sa réponse à ce genre d'attentat, à ce genre d'événement, c'est « il faut être dur ». We have to be tough, c'est ça qu'il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Absolument rien. Il faut taper sur la tête des gens, on ne sait pas ce que ça veut dire. La réponse de Hillary Clinton a été très détaillée. Elle a dit, et selon moi c'est la meilleure, la seule réponse, elle a dit il faut que les services de renseignement soient plus efficaces encore qu'ils n'ont montré l'être aujourd'hui. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre.
La pauvre Hillary. En fait, ça me touche parce que dans sa situation, c'est très, très difficile. Parce que vous pensez que ça puisse aider justement Donald Trump? C'est pas que ça. C'est toujours les partis qui sont déjà au pouvoir, ils ont un problème si les choses dégradent. Et aujourd'hui, c'est une autre situation qui dégrade. Alors, un peu pas après pas, alors on voit que rien marche. L'expérience de Hillary était quoi? On n'est pas sûr. Cette image, cette pauvre image de Hillary, stronger. Alors, ça donne une image pas très convaincante non plus. Alors, si j'étais dans votre place, je dois dire exactement la même chose. Mais en fait, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas vraiment une solution. Et le peuple va comprendre ça. En fait, on peut voir ça dans les sondages. Et chaque petite chose qui arrive comme ça, ça va continuer à renforcer cette image que Hillary, l'expérience d'Hillary n'était pas très bonne. Elle a raté beaucoup. Cette image qu'elle est très, très forte avec sa santé et tout ça, les images qu'elle tremble et tout ça, c'est pas très convaincant. Le problème, ceci dit, Anne Kratz, c'est qu'on avait vu Donald Trump s'exprimer de façon très forte après San Bernardino, après aussi Orlando, et rarement en sa faveur, finalement. Il semblait avoir plutôt raté l'occasion de trouver le bon ton. Ben, je crois qu'il l'a raté encore une fois, parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il faut être tough, ce qui veut dire il faut être dur. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. En fait, si vous avez bien compris ce qu'elle a dit, en fait, il a beaucoup de gens autour de lui maintenant, après sa conférence de presse avec les vétérans, avec les militaires, qui a expliqué la situation. Hillary n'a jamais compris vraiment qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient. Tout le monde sait ça. Vous êtes d'accord là-dessus qu'il n'a jamais rien compris à ce qui se passe au Moyen-Orient, Trump? Non, c'est ce que vous venez de dire. Hillary Clinton n'a jamais compris. Et la situation qu'elle a créée en Benghazi et en Libye, c'était pire qu'Irak. Et tout le monde le sait. Bon. Alors, comment on peut vraiment dire qu'elle a une expérience? Elle a une expérience. Alors, on va peut-être justement écouter Hillary Clinton qui donc s'est exprimée aujourd'hui. Donc, c'était avant, pour vous resituer dans le contexte, que cette interpellation n'ait lieu dans le New Jersey. C'était alors que la chasse à l'homme était en cours. Je vous propose de l'écouter. Nous, les Américains, nous ne sommes pas lâches. Nous vaincrons. Nous défendrons notre pays et combattrons l'idéologie du mal que prônent les terroristes. Je suis la seule candidate dans cette campagne qui a pris part aux grandes décisions pour éradiquer le terrorisme. Je sais que nous ferons face à ce nouveau danger avec le même courage, la même vigilance. Nous choisissons la volonté, pas la peur. Hillary Clinton, donc, qui a appelé à un renforcement des renseignements. Claude Moniquet, est-ce que c'est la solution? Alors, plus de renseignements, c'est certainement nécessaire. Je voudrais revenir une seconde. Je ne fais pas de politique, moi je suis un technicien. Mais d'un point de vue technique, je pense que malheureusement, Mme Clinton n'est pas très convaincante. Parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent de la gestion sécuritaire par Mme Clinton, c'est l'affaire des emails, qui est quand même assez catastrophique. C'est la gestion de l'assassinat de l'ambassadeur des États-Unis à Benghazi. Et c'est le manque d'étanchéité, pour être poli, entre le département d'État, quand elle était secrétaire d'État, et la fondation qu'elle dirigeait, enfin que sa famille dirigeait, que sa fille dirigeait, et les donateurs, les gros donateurs, entre autres venus du Golfe, de sa fondation. Par ailleurs, elle a sa personnalité propre, elle n'est pas son mari. Mais quand son mari était président, la CIA a proposé à 6 reprises, entre 1996 et 2000, l'arrestation, l'enlèvement et l'arrestation, ou l'élimination d'Osama Ben Laden. Et à 6 reprises, la Maison-Blanche a refusé. Alors, le bilan sécuritaire de la famille Clinton ne me semble pas, en matière de lutte antiterroriste, extrêmement convaincant. Cela étant, pour répondre à votre question, oui, il faut beaucoup plus de renseignements. Il est très clair qu'on doit lutter de 3 manières contre l'État islamique et contre les autres groupes terroristes qu'on peut localiser géographiquement. D'abord, militairement. Il faut les éradiquer sur le terrain. C'est ce que essaie de faire la coalition, c'est ce qu'essaient de faire les Russes par des frappes ciblées
qui permettent d'affaiblir les forces combattantes de l'État islamique, mais aussi de cibler très clairement, très précisément, des groupes étrangers, entre autres des Français, ça a été fait à plusieurs reprises, qui sont éliminés parce qu'on sait qu'ils préparent un attentat en France ou qu'ils participent à la préparation d'un attentat et qu'on peut les localiser. Ceux que la justice peut toucher, que le bras de la justice peut toucher, doivent évidemment ressortir d'un traitement judiciaire, arrestation, procès, etc. Mais pour arriver à cela, il faut du renseignement, c'est le troisième pied de ce tripode, parce qu'on le voit très bien dans le cas de Raimi, comme on l'a vu dans le cas de Boulel-Anis, il y a encore trop de suspects qui passent en dessous du radar, qui ne sont pas repérés. Donc effectivement, je pense qu'il faut à la fois, comme le disait votre invité, du renseignement, une nouvelle forme de renseignement qui est du renseignement culturel, du renseignement de l'intelligence culturelle, mais il est très clair qu'il faut aussi, au niveau de l'analyse, faire un gros effort. On comprend les structures terroristes, on sait comment elles fonctionnent, on sait comment se prépare un attentat. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est lier la dangerosité, une dangerosité particulière à un individu particulier. Et c'est là qu'on l'a vu en France depuis janvier 2015, avec Koulibaly, avec les Kouachi, avec d'autres. Chaque fois, on est un peu malheureusement passé à côté de la plaque. Ces gens étaient connus, mais n'étaient pas jugés assez dangereux pour être mis hors d'état de nuire avant le passage à l'acte. Et c'est le renseignement qui doit s'améliorer, s'amplifier et qui permettra d'apporter les réponses qui nous manquent. Emmanuel Saint-Martin, je voudrais vous demander de rebondir sur ce que vient de dire Claude Moniquet. On l'avait entendu de la part de Marc Porter à l'instant. Ce qui s'est passé, ce qui s'est avéré être le déroulement de l'enquête, la conclusion de l'enquête, qu'il s'agissait donc bien d'un attentat terroriste, on l'a entendu de la part des autorités un peu plus tôt. Le fait que cet homme soit passé à travers les mailles du filet, on entendait Claude Moniquet parler de cet autre aspect très important du combat, autre aspect très important du combat contre l'organisation de l'État islamique, qui est la poursuite du groupe sur le terrain. C'est pour le gouvernement actuel, c'est pour les démocrates que ça risque d'être le plus compliqué dans les jours à venir dans les sondages. Oui, possiblement, mais ce qui va se passer dans les sondages, dans l'opinion publique, va aussi vraiment dépendre de ce qu'on apprend et de ce qu'on va apprendre sur cet individu, sur Rahami, notamment parce que déjà on commence à voir, vous savez qu'il s'agissait de quelqu'un qui était, semble-t-il, assez intégré dans la société américaine, puisque ses parents étaient propriétaires d'un restaurant à Elizabethtown, dans le New Jersey, que ce restaurant était assez connu, que lui, il travaillait même dans ce restaurant. Le maire aujourd'hui de cette ville est venu dire qu'il l'avait vu travailler dans ce restaurant et que c'était d'autant plus difficile qu'il s'agissait apparemment de quelqu'un de normal. Ce qui va poser, comme d'habitude, la question de la radicalisation. Qu'est-ce qui se passe dans la société américaine? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces individus qui passent à l'acte au bout d'un moment alors qu'ils semblaient être totalement intégrés dans la société? Évidemment, ça c'est des questions qui sont sans doute plus délicates pour quelqu'un comme Hillary Clinton et pour les démocrates que pour quelqu'un comme Donald Trump qui, lui, a, disons, un discours massif sur cette question-là, tranché, sans aucune nuance, et qui est capable de dire des choses, comme on l'a entendu, sur il faut interdire l'entrée du pays à tous les musulmans, évidemment, dans des moments d'anxiété profonde du pays. C'est finalement quelque chose qui fait beaucoup plus écho et qui a beaucoup plus d'écho que des positions plus tranchées sur la question. Donc, ce qui va se passer sur cette enquête, sur vraiment ce qu'on va apprendre sur la personnalité de ce jeune homme sur lequel on sait encore une fois bien peu de choses, ça va vraiment conditionner ce qui se passera sur la scène politique dans les semaines à venir, ça c'est certain. C'est peut-être le moment de rappeler à toutes fins utiles que nous sommes en Amérique comme en France dans des états de droit et qu'il est très difficile de mettre les gens en prison avant qu'ils aient commis, qu'ils soient passés à l'acte. Il faut quand même le rappeler de temps en temps. Mais cela dit, il est certain qu'on devrait surveiller le plus possible des gens qui sont susceptibles de passer à l'acte. Mais on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne, ni en France, ni aux États-Unis. Donc il est certain, comme le disait d'ailleurs votre interlocuteur à Bruxelles, qu'il faut quand même, après tout, quand tout est dit, c'est quand même les services de renseignement renforcés par toutes sortes de nouvelles approches, plus flexibles, plus fluides, plus culturelles. C'est quand même lorsque ces services de renseignement seront vraiment au complet, ce qui est loin d'être le cas, je crois, en France, et peut-être même en Amérique, qu'on pourra peut-être arriver à quelque chose. Mais c'est un problème qui va durer des années et qui touche à beaucoup d'éléments dans notre société. Mais je voudrais revenir une minute, si vous le permettez, sur l'impact de cet attentat sur la campagne de Hillary Clinton. Moi, je suis persuadée
que les gens qui hésitaient à voter pour Trump quand le moment serait venu, mais qui y pensaient, qui tendaient un peu vers lui, bon, peut-être que ces gens-là, ils vont se dire, bon, ça y est, on va voter pour lui. Mais ça n'enlève rien à ceux qui voulaient voter pour Hillary, parce que les gens qui ne veulent pas voter pour Hillary ne vont pas voter pour Trump. Les gens qui ne veulent pas voter pour Hillary, ce sont les jeunes, qui veulent voter pour le candidat libertaire ou le candidat du Parti vert, parce qu'ils auraient voulu voter pour Sanders et Sanders n'est plus dans la course. Donc, si Hillary a des problèmes, c'est de ce côté-là. Elle a beaucoup de problèmes. Aucune personne qui tendait à vouloir voter pour Trump, de toute façon, n'aurait voté pour Hillary. Ils se seraient peut-être abstenus. Maintenant, ils vont peut-être voter pour Trump. Mais à mon avis, ça va ne va pas faire une énorme différence. Alors, justement, sur cette question de la différence que ça fera dans la campagne américaine, on a tendance à penser qu'effectivement, ça jouera contre Hillary Clinton, ce qui s'est passé ces derniers jours. Et pourtant, il y a la possibilité qu'à ce moment où les États-Unis se tournent vers un candidat qui doit donc devenir, l'expression américaine étant commander-in-chief, à la tête des armées, le commandant en chef, on avait entendu ces remarques ces derniers jours de l'ancien ministre de la Défense, Robert Gates, qui disait que Donald Trump n'était absolument pas qualifié à jouer ce rôle-là. Ils ont dit la même chose avec Obama en 2008. Alors, ça, c'est n'importe quoi. Robert Gates. Ça, c'est pourquoi il y a beaucoup de militaires autour de lui la semaine dernière qui a dit, franchement, Trump est plus qualifié que Clinton. Parce que Clinton a fait beaucoup d'erreurs qui nous coûtaient beaucoup. Alors, elle n'a aucune qualification non plus. D'être le ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas la même chose d'être commander-in-chief, le tête de l'armée. Alors, c'est vraiment n'importe quoi, c'est la propagande. Et vraiment, ce que vous avez dit, que les voteurs de Bernie Sanders ne peuvent pas voter pour Trump, c'est complètement faux. On était en train de voir les jeunes, les supporters de Sanders qui commencent à nous joindre et on verra le 8 novembre. Si vous le dites que vous êtes un supporter de Trump, c'est certainement vrai, comme tout ce que dit Trump. Alors, Claude Moniquet, sur cette question de Donald Trump à la tête des armées américaines et donc dans ce rôle de commandant en chef des armées américaines, vous disiez à l'instant ce qui disqualifiait à vos yeux Hillary Clinton. Qu'est-ce qui qualifierait Donald Trump? Bonne question. Alors, je pense que c'est une excellente question, mais comme je vous l'ai dit, je suis pas un politique. Votre avis? J'essaie d'avoir un regard technique. Je pense que ce qui fait la différence, c'est l'entourage, essentiellement. Le président, c'est une pièce du jeu. C'est pour ça que, fondamentalement, même si je n'ai pas, on l'a compris, une grande sympathie pour le bilan sécuritaire de Mme Clinton, bien entourée, elle pourrait certainement faire une bonne présidente du point de vue sécuritaire. Mais je pense qu'on peut dire exactement la même chose de Donald Trump. Donald Trump a choisi, par exemple, récemment, comme conseiller à la sécurité dans son équipe de campagne, James Woolsey, qui est l'ancien chef de la CIA, d'ailleurs à l'époque de Clinton. C'est un clin d'œil un peu douloureux peut-être pour cette famille. Donc je pense que cet entourage compte. Et par ailleurs, méfions-nous de ces images qu'on a qui sont des images de campagne et d'avant-gestion. Les gens disent certaines choses dans les campagnes et font d'autres choses pendant la gestion des affaires. On l'a bien vu avec Obama. Obama avait l'image d'un point de vue sécuritaire d'un président faible, d'un président incapable, et Obama a été un bon chef des armées aux États-Unis et a été un homme, avec Obama, les Américains ont éliminé physiquement beaucoup plus de terroristes qu'à l'époque de Bush. Bush les arrêtait, les faisait mettre à Guantanamo, d'où énorme problème légal et qui n'est toujours pas réglé aujourd'hui. Obama ne s'embarrasse pas de ça, il les fait éliminer par des frappes de drone, il y en a toutes les nuits, à tel point que la salle de crise de la Maison-Blanche a été surnommée par les militaires et la CIA de Killing Machine. Donc méfions-nous de la différence qu'il peut y avoir entre l'image d'un homme pendant la campagne et la manière dont il conduira à la présidence. Emmanuel Saint-Martin, vous qui suivez cette campagne électorale américaine pour France 24, on a eu l'impression de voir de loin, peut-être vous de plus près, un changement ces dernières semaines dans l'approche de Donald Trump, quelque chose d'un peu plus poli, un autre visage qu'il tente de montrer justement à l'électorat.
Oui, bah, il a changé son équipe. Vous savez qu'il a eu un passage à vide, un passage très difficile après les conventions en août où il a multiplié les gaffes en étant le Donald Trump finalement qui s'était fait connaître, qui était devenu populaire, c'est-à-dire en disant à peu près tout ce qui lui passe à travers la tête et n'importe quoi. Sauf que évidemment, dans la circonstance d'une campagne électorale en 1 contre 1, eh bien, ça lui a joué des tours. Il s'est effondré dans les sondages et puis il s'est repris effectivement. Il a montré plus de discipline. Alors, il n'a pas fondamentalement changé de discours, hein, bien au contraire, mais il s'est concentré sur ce qu'on appelle le message en anglais. Il est resté sur le message, comme on dit, une mauvaise traduction de l'anglais, mais effectivement, il est resté beaucoup plus discipliné qu'il n'avait été avec cette nouvelle équipe de campagne qu'il a autour de lui. Et puis, il veut montrer aussi une certaine stature internationale. Hein. Il l'a fait avec son voyage au Mexique il y a quelques semaines. Et puis, il va le refaire cette semaine puisqu'il va venir ici à New York. Enfin, il habite à New York, mais il va venir profiter des circonstances de l'Assemblée générale des Nations Unies pour rencontrer certains leaders. Et on a appris hier notamment qu'il allait rencontrer, par exemple, le président égyptien Sisi pour parler sans doute en Trump fort, puisque c'est l'image que Donald Trump veut projeter. Hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui se comporte un peu en homme fort, comme il dit poliment, ou d'autres diraient en dictateur, eh bien, il peut compter sur le soutien de Donald Trump. Donc, visiblement, il va faire ça avec Sisi. Ouais. Très rapidement et en un mot, les 2 Américains qui sont en plateau avec moi, il y a quelques mois, il y a 1 an, ça paraissait absolument incroyable. Est-ce que nous sommes à la veille d'une élection qui mettra Donald Trump à la Maison-Blanche? Oui, Trump va aller directement à la Maison-Blanche. Il est beaucoup plus nuancé qu'on pense, spécialement si on comprend l'anglais très bien. Il est vraiment nuancé et il va gagner. Anne Kratz. Écoutez, moi je pense qu'il ne va pas gagner, mais je pense que ce n'est pas gagné pour Hillary. Il va falloir qu'elle fasse encore un gros effort et j'espère qu'elle y arrivera. Parce que je pense que M. Trump à la Maison-Blanche serait vraiment une catastrophe pour les États-Unis. Bon, sur ce, malheureusement, on va devoir s'arrêter. Merci infiniment à mes invités d'avoir été en plateau. Merci également à ceux qui nous ont rejoints par duplex de Bruxelles et de New York. On était ravis de vous recevoir. C'est la fin de ce débat. L'information continue dans quelques minutes sur France 24 et on se retrouve demain soir pour un tout nouveau débat.